Bonjour à tous. On va commencer. Donc, je suis Thomas Durieux, je suis responsable du développement chez ABF Décision. Je suis accompagné de Nicolas, notre directeur des aides européennes et des projets collaboratifs, qui va parler justement de son sujet. Moi, je vais vous dresser en 10 minutes un panorama des aides publiques. Pour que vous compreniez, en 10 minutes, c'est court, mais leur mode de fonctionnement, quelles sont les grandes aides aujourd'hui autour des programmes France 2030 et quels sont les grands indicateurs clés pour aller chercher les aides publiques dans un périmètre le plus confortable possible pour vous. Nous, très rapidement, donc on est une société qui a 21 ans d'existence. On est présent sur toute la France avec 8 bureaux. On est 150 collaborateurs et on est répartis en deux pôles. Un pôle développement qui anime tout un tissu de partenaires qui nous permettent de rencontrer les entreprises, évaluer le potentiel d'aide publique et s'il y a un potentiel avéré, contractualiser pour basculer derrière vers nos profils plutôt scientifiques, docteurs, ingénieurs qui vont s'occuper de toute la vie du contrat, détection des aides, montage des dossiers et suivi des dossiers dans le temps jusqu'à l'obtention du dernier euro d'aide publique. La particularité chez ABF, c'est qu'on va travailler sur toute la chaîne de valeur des aides. Donc, en fonction, on a vraiment une approche, on va dire bottom-up, c'est-à-dire qu'on va partir des projets de nos clients et on va aller sourcer la stratégie de financement public la plus adaptée. Donc, ça peut être une aide du territoire, par exemple, pour des projets d'immobilier d'entreprise, en passant évidemment par tous les programmes européens, les aides, les fonds structurels européens qui sont pilotés par les régions, et ensuite les programmes nationaux, voire les aides européennes dont vous parlez, Nicolas, pour des startups très disruptives avec un très fort potentiel de marché. Donc les thématiques qu'on va retrouver au niveau des aides publiques, c'est assez large. Évidemment, aujourd'hui, on va beaucoup parler du financement de la R&D et de l'innovation autour de la tech. Mais les startups qui vont être en scale-up vont pouvoir financer aussi toute leur phase de pré-industrialisation, d'industrialisation, de première usine. Et les sujets autour de la transition écologique sont particulièrement prégnants aujourd'hui au niveau des aides. Vous allez pouvoir vous faire financer de la R&D autour de la transition écologique ou des projets directement de transition écologique portés par des industriels, par exemple. Donc, on a ici les 4 grands piliers, la transition écologique, la R&D et l'innovation, il y a un outil qui est bien connu, qui est le crédit impôt recherche, qui va se valoriser rétroactivement par rapport aux dépenses que vous avez effectuées sur l'année de -1. Les aides publiques vont plutôt être un effet de levier pour aller chercher des subventions qui vont se compléter avec le crédit impôt recherche. C'est pas subvention ou CIR, c'est subvention et CIR. Et comme ça, on arrive à des taux de soutien beaucoup plus importants en cumulant les aides et le crédit impôt recherche. Les investissements productifs, évidemment, vont être soutenus de manière plutôt par les régions pour soutenir des investissements d'industriels, mais aussi de start-up, comme je vous disais, qui accélèrent fortement, et tout ce qui est développement à l'international. Donc les grands indicateurs clés, je regardais derrière, mais l'écran est là. Les grands indicateurs clés à prendre en compte quand vous faites une demande d'aide, c'est déjà la taille de votre entreprise. Est-ce que vous êtes une PME ou non au sens européen? La PME européenne, c'est 250 salariés et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et pour une start-up, il faut prendre en compte la dilution de votre entreprise, c'est-à-dire les parts que vous pouvez avoir d'un institutionnel, d'un fonds d'investissement ou d'un grand groupe industriel pour calculer votre statut PME. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, si vous êtes détenu à plus de 50% par un groupe ou par un fonds, vous perdez votre statut PME puisque justement, on consolide l'intégralité des effectifs et du chiffre d'affaires. Entre 25 et 50%, on prend au prorata du pourcentage, l'acteur, sauf pour les fonds d'investissement où là, on ne prend pas en compte entre 25 et 50. Donc voilà, pour respecter le statut de la PME, ça peut vous ouvrir le droit à des dispositifs spécifiques comme le crédit impôt innovation qui est réservé aux PME ou EIC Accélérateur dont on va vous parler Nicolas qui est uniquement réservé aux PME. Donc ça, c'est un critère très important à vérifier en amont. Ensuite, la situation géographique va avoir beaucoup d'impact sur les aides que vous allez mobiliser. Certaines régions ont des crédits plus importants pour soutenir le développement industriel, le développement économique que d'autres. Vous allez être dans certaines zones aussi, par exemple, il y a certains départements en France qui sont dans les fonds de transition juste, qui permettent de bénéficier de soutiens spécifiques, notamment sur la R&D autour de la transition écologique. En gros, c'est les 10 départements les plus carbonés en France, le Nord, l'Est, et on a aussi le Rhône, l'Isère et les Bouches-du-Rhône. Et vous allez aussi avoir des zonages qui permettent d'obtenir des bonifications sur des aides. L'autre indicateur clé qui est très important pour les startups, évidemment, c'est les fonds propres. On a généralement une règle du 1 pour 1, 1 euro d'aide publique pour 1 euro de fonds propres.
Donc, quand vous êtes en cours de levée de fonds, ça va avoir évidemment, ou quand vous avez fait une levée de fonds, ça va avoir un effet accélérateur énorme pour aller chercher des aides publiques. Alors que si vous êtes sur les phases d'amorçage, vous allez être souvent plafonné dans les interventions sur les aides. Donc, il y a des petites aides, entre guillemets, de BPI, Bourse French Tech ou autres, avec un faible niveau de fonds propres. Par contre, pour aller chercher des aides publiques plus importantes, il va falloir effectuer une levée. Et souvent, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Nous, ce qu'on fait généralement, puisqu'il y a beaucoup de startups qui sont en cours de levée de fonds, quand on a les LOI, quand on a un niveau d'avancée de la levée de fonds suffisant, on anticipe la levée de fonds pour faire les demandes préalablement et anticiper voilà, les durées d'instruction des dossiers qui sont longues, 3, 6, 9 mois selon les dispositifs, pour qu'au moment où vous ayez la convention d'aide publique, la levée de fonds soit réalisée et que vous ayez tout de suite cet effet de 1 pour 1, 1 euro d'equity pour 1 euro d'aide publique. Ça, c'est très important. Il y a une vraie stratégie des fonds propres à aller chercher au niveau des aides publiques. Si vous avez des fonds propres, on va dire moyens, autour de 100 000, 200 000 euros, on peut dupliquer les dispositifs puisque c'est le plafond des fonds propres se fait dispositif par dispositif. Donc, si vous avez différentes briques techno à valoriser, on peut envisager de déposer 1, 2, 3 dossiers pour aller chercher 100 000, 200 000 euros d'aide en fonction de vos fonds propres à l'instant T. Et puis évidemment, ça c'est quelque chose qui est très important dans les aides publiques. Le crédit impôt recherche, c'est analytique. On va regarder tous vos projets sur l'année N-1 et on va regarder si c'est de la R&D ou non. C'est assez binaire. Les aides publiques, au contraire, on va présenter un projet où le caractère innovant et R&D de vos projets va être très important, mais aussi quels sont les impacts sur votre marché, sur votre business model, sur votre organisation, sur votre territoire. Et ça, c'est des choses qu'on va devoir mettre en avant dans les dossiers. Donc ça, c'est quelque chose qui est radicalement différent dans la manière d'appréhender les aides publiques et le CIR, et qui est à prendre en compte, évidemment, pour aller chercher ces aides. Et aussi démontrer le caractère incitatif de l'aide publique, ça c'est une règle au niveau de l'Europe. Il faut réussir à démontrer dans vos dossiers que grâce à l'aide publique, vous allez aller plus vite, plus loin, votre projet va prendre une nouvelle dimension ou autre. Donc les grands programmes, tu m'arrêtes Nicolas si je dépasse, les grands programmes d'aide et d'où viennent les dotations. Donc en gros, il y a l'Europe qui est le grand Manitou des aides publiques qui va donner les dotations qui vont, contrairement à ce qu'on pourrait croire, être principalement fléchées vers les États membres. Les aides directes de la Commission européenne vont représenter 5 à 10% du budget. C'est celle dont vous parler Nicolas. Les autres aides, ce sont les fonds structurels européens. Vous avez sans doute entendu parler des FEDER, des FEADER, des FEAGA, qui sont distribués sur des périodes de 7 ans. Donc là, on est sur la période 2021-2027. Les fonds tournent que depuis l'année dernière, parce qu'il y a eu le Covid, le Brexit, il y a eu une grosse inertie sur la mise en application de ces fonds. Et en France, ce sont les régions qui distribuent les fonds européens. Donc les FEDER vont financer de l'innovation, du développement territorial, le FEADER plutôt le monde agricole, et les FSE, donc plutôt tout ce qui est autour de la formation et de l'emploi. Ensuite, on a les gros programmes nationaux. France Relance est terminé, il a permis de sauver entre guillemets l'économie avec les 100 milliards d'euros. Et donc depuis 2022, on a France 2030 qui a fusionné avec les programmes d'investissement d'avenir et donc qui permet de soutenir 54 milliards d'euros pour soutenir notre économie et notre souveraineté aujourd'hui française. Donc en gros, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais France 2030, vous allez avoir une vingtaine de stratégies d'accélération autour de la décarbonation, de l'hydrogène, du numérique, de la santé, de l'agroalimentaire, voilà, toutes les thématiques très porteuses au niveau français et qui visent à faire de nous des champions européens, voire mondiaux. Et donc, si vous vous inscrivez dans ces stratégies d'accélération, vous allez avoir des appels à projets dédiés. Donc, c'est toujours mieux de rentrer dans cet appel à projet parce que sinon, vous allez aller dans des outils un peu plus génériques du financement de l'innovation. Vous avez sans doute déjà entendu parler d'iLab, iNov, l'appel à projet aussi Première Usine qui est très sélectif. Eux sont plutôt des outils génériques si jamais vous ne pouvez pas rentrer dans une stratégie d'accélération. On a aussi le IDEMO qui va financer des gros projets de R&D individuels ou collaboratifs. Donc le CIR qui pèse quand même 6,3 milliards d'euros par an, comme je vous le disais, qui va se compléter. Et ensuite, on va avoir évidemment les agences d'État qui vont financer les projets avec les deux mastodontes, BPI France, qui dans France 2030 va financer tous les programmes innovation, industrialisation, et l'ADEME qui va financer tous les projets de transition écologique. Et après, on a des agences comme France Agrimaire qui financent l'agriculture, les agences de l'eau sur les thématiques liées à l'eau, les agences bio, j'en passe, et d'autres.
Donc on voit qu'il y a une très grosse augmentation des budgets autour du financement aujourd'hui, porté notamment par le programme France 2030. Le budget de l'ADEME, par exemple, est passé en 2 ans de 1,5 milliard à 4,5 milliards pour soutenir la transition écologique. Et je vais passer donc la parole à Nicolas qui va vous parler des programmes européens. Merci Thomas. Bonjour à tous. Donc pour compléter ce qui vient d'être présenté par Thomas, vous avez compris qu'il y avait énormément de financement public au niveau régional, au niveau national. Et puis après, il y a l'échelon du dessus encore. Alors en règle générale, vos entreprises passent d'abord par l'échelon régional et national. Il est plus simple, il est plus facile, mais les règles du jeu ne sont pas les mêmes. C'est tout simplement complémentaire et ça fonctionne également très bien. Là, vous avez une douzaine de grands programmes, de grands dispositifs de financement à l'échelle européenne. Alors déjà, un petit préambule de langage. On a des aides européennes et des aides européennes. Vous avez des aides européennes qui sont instruites par les régions françaises. Et par abus de langage, on dit que c'est des aides régionales. Parce qu'en fait, vous allez voir la région, vous parlez français, vos dossiers sont en français. Donc, c'est un abus de langage, même si c'est de l'argent au-dessus qui vient de l'Europe. Et ça a été évoqué, c'est par exemple les fonds FEDER qui sont assez connus. Je ne vais pas tous les citer, ça a été évoqué par Thomas tout à l'heure. Ma partie à moi, là, c'est pas celle-là. C'est des aides européennes aussi, mais qui sont instruites par la Commission européenne elle-même. Ça se passe à Bruxelles, où ça se passe par les agences qui dépendent directement de la Commission européenne. On est plutôt dans des dossiers, alors je vais en effrayer certains, mais c'est comme ça. Vous voyez encore le fait que c'est complémentaire. Donc c'est des dossiers en anglais, en grande majorité. Pour un certain nombre des programmes que vous avez sous les yeux, on dit programme au dispositif, ce sont des dossiers où il faut être à plusieurs. Vous travaillez avec un petit copain, une autre PME, un labo de recherche. Et même parfois, on va vous imposer d'être de plusieurs pays différents. Là, je vais tous vous perdre, donc je vais pas aller dans ce niveau de détail. Vous avez ici une douzaine de programmes qui sont assez connus. Ceux qui montent des dossiers européens, ceux qui vont chercher de l'argent à Bruxelles, utilisent assez souvent ces programmes. Donc, vous avez Horizon Europe, qui est assez connu, qui finance des projets de recherche et développement à l'échelle européenne. Et je vais juste faire un petit focus sur un dispositif qui est formidable, qui présente une trentaine de choses merveilleuses et une chose assez difficile. Je vais commencer aussi par ce qui fâche, il est très sélectif. Voilà, il y a peu d'élus. On passe beaucoup de temps à monter les dossiers. Si on gagne le Graal, mais il y a un taux de sélection qui est pas très sexy. Néanmoins, on trouvait important de vous le présenter. Il est réservé aux PME, déjà, seulement aux PME. Donc, moins de 250 personnes, moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Moi aussi, j'ai le réflexe de regarder derrière. Ça finance en général des startups, même si vous êtes une PME de 150 personnes, il y en a peut-être dans l'auditoire, vous êtes complètement éligible. Et l'idée, c'est que ça va financer la fin de la recherche, mais on peut dire que ça va financer le développement industriel. Donc, c'est fait pour des entreprises extrêmement ambitieuses, technologiques. On est dans des startups deep tech, technologiques extrêmement ambitieuses. Quand je dis extrêmement ambitieuses, c'est des boîtes qui veulent faire peut-être 50, 100 ou 200 millions d'euros de chiffre d'affaires dans les années à venir. Donc, je m'adresse plutôt aux startups deep tech. Là, encore une fois, si j'en effraie certains, les dispositifs régionaux et nationaux fonctionnent aussi très bien. Ils sont complémentaires. Et ce sont des aides qui peuvent aller jusqu'à 2,5 millions d'euros en subvention. Et c'est une aide qui est un petit peu particulière parce que c'est le seul cas où la Commission européenne, je dis la Commission, c'est un abus de langage aussi, mais où la Commission européenne va pouvoir financer aussi, prendre des capitaux de votre entreprise et vous financer sous forme d'equity. Donc, c'est et de la sub et de la prise de capital. Donc, si vous voulez casser la baraque, vous développez très fort, vous avez une base techno, que la R&D est quasi terminée et que vous voulez lever des fonds, c'est un dispositif qui est fait pour vous.
Il fonctionne en plusieurs étapes. Ça finance tout. Ça finance des salaires, ça finance les salaires de vos salariés. Hein, je m'adresse aux chefs d'entreprise là que vous êtes. Ça finance les salaires de vos salariés, salaires réels chargés. Ça finance de l'achat d'équipements, ça finance des voyages, ça finance du dépôt de brevets. Tout ce qui est mis en œuvre dans votre budget pour vous développer. Le fonds de l'EIC ne prendra jamais plus de 25% du capital de votre entreprise. Je fais un petit peu de réclame, c'est nos statistiques sur l'EIC. L'EIC, c'est 6% de taux de sélection en moyenne. Je ne parle pas des nôtres. Donc, sur 100 projets qui sont déposés, il y en a 6 qui gagnent la timbale. Donc, il faut bien réfléchir avant d'y aller. Bon, et en fait, il faut faire un gros filtre à l'entrée. Surtout si l'EIC, on pense qu'on a peu de chances de gagner. Déjà, quand on a un très bon projet, on ne gagne pas à tous les coups. Et dans ce cas-là, l'idée, c'est d'être intelligent ensemble et de regarder sur des dispositifs qui fonctionnent très bien également, où les taux de financement sont peut-être un peu moins intéressants, mais où ça peut très bien fonctionner chez BPI France, à l'ADEME ou dans des agences qui ont été évoquées par Thomas il y a quelques minutes. On tourne à 27% de taux de sélection par rapport aux 6%. Tu veux reprendre la main peut-être, Thomas ? Oui, je vais aussi rajouter un point par rapport à cette dernière slide et par rapport à ce qu'a évoqué Nicolas sur le champ des possibles en termes d'aide publique. Hein, il y a beaucoup de dispositifs qui existent. Les deux grands indicateurs clés pour vous, ça va être votre niveau de fonds propres, ça vous l'avez compris. Du coup, le budget inhérent à vos projets et les budgets de R&D que vous allez pouvoir mettre en place selon votre niveau de fonds propres. Et aussi, ça c'est très important, le niveau de TRL sur lequel vous vous situez. Donc TRL, ça veut dire Technology Readiness Level, c'est le niveau de maturité technologique. C'est une grille de 1 à 9 qui est adoptée maintenant au niveau européen, voire mondial, qui dit, voilà, quand on est sur des TRL très bas, on est vraiment sur la feuille blanche, sur de la recherche fondamentale. Ça, ce sont plutôt nos clients biotech ou autres qui vont avoir les TRL de 1 à 3. Après, on commence à se rapprocher du fameux TRL6, qui est le TRL du prototype, du POC, de la preuve de concept. Et donc, on a un certain nombre de dispositifs. On parle ici de IC Accelerator. On a aussi le IC Pathfinder qui va financer justement des niveaux pour passer d'un niveau de TRL 4 à un niveau de TRL 6. Donc, on sort du labo et on commence à le mettre sur d'avoir une démonstration industrielle et on arrive au fameux TRL 6 où on a un proto viable pour aller jusqu'au TRL 9 qui est le TRL justement de mise sur le marché. Donc le TRL 6 jusqu'à le TRL 9, c'est les tests, la pré-indus et valider justement aussi sur des salons notamment que votre innovation elle fonctionne. Donc selon le niveau de TRL, typiquement EIC finance un passage de TRL 6 à TRL 8 et la partie equity finance le TRL 9. Donc, selon le niveau de TRL, le budget, vous allez avoir une multitude d'aides qui existent, les aides Deep Tech de BPI, les programmes d'investissement d'avenir régionalisés, les programmes Innov, les aides France 2030, les aides européennes. Donc, vous trouverez forcément chaussures à votre pied selon votre phase d'amorçage, votre phase de développement et votre niveau d'equity à l'instant T. Et donc, les grandes règles à respecter pour aller chercher les aides, s'il y a une règle à retenir, c'est faites vos demandes avant d'engager vos projets. Comme je vous disais, l'aide publique doit être incitative. Et pour ce faire, il faut que vous n'ayez rien démarré pour aller demander vos aides publiques. Pour de l'innovation, on peut un peu plus jongler puisqu'on peut mettre des steps et des balises pour financer votre innovation. Par contre, si demain vous voulez financer des investissements, si vous avez déjà signé un bon de commande ou verser un acompte, vous ne pourrez pas demander d'aide sur cet investissement-là. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, là, les trois autres points, je pense que j'ai bien insisté là-dessus, bien valider votre éligibilité en amont avant de vous lancer dans des démarches qui sont longues et fastidieuses au niveau des aides publiques. Donc, par rapport à votre secteur d'activité, la taille de votre entreprise, le zonage, etc. Et nous, la valeur ajoutée qu'on va avoir, évidemment, c'est sur l'optimisation des budgets. Vous avez compris qu'il y a des effets de levier différents en fonction des aides. On a aussi des règles du jeu qui s'imposent au niveau européen qui vont donner justement au niveau de la réglementation européenne des règles de cumul entre les aides à bien respecter. Délimitez bien vos projets pour pas que ça se cannibalise entre différents dispositifs. Et ensuite, ça c'est souvent un peu sous-estimé par les entreprises. Nous, on accompagne aussi beaucoup là-dessus. Les phases de sécurisation et de demande d'acompte, demande de solde. Vous allez avoir des dossiers qui sont très lourds sur les phases aval, comme on dit.
notamment les FEDER, où c'est des usines à gaz pour aller solder vos aides FEDER. Donc, anticipez, gardez vos factures, faites un suivi analytique de vos dépenses, si c'est possible, pour faire en sorte que les phases d'accélération de versement des aides se fassent le plus rapidement possible. Parce que souvent, les aides, on a un acompte au démarrage et un solde en fin de programme. Donc voilà, avec Nicolas, on se tient à votre disposition pour échanger. Et donc, non, on n'a pas la petite carte, mais donc nous, on est présent sur toute la France avec 8 bureaux. Et si vous avez des projets dans les territoires, on est là pour y répondre. Et je pense qu'on a respecté le timing. On a même le temps pour quelques questions, si vous voulez. Pas de questions, donc écoutez, nous on reste dans le coin un petit peu avec Nicolas si vous voulez venir nous voir, et puis sinon, bon après-midi.